Bonjour, bienvenue au FIFDH, Festival et Forum sur les droits humains. Bienvenue aussi dans cette section fiction. Nous avons sélectionné 8 titres internationaux qui sont présentés en compétition. Et Ghost est l'un de ces titres. C'est un premier film d'une réalisatrice turque qui s'appelle Azra Deniz Okay. Elle a réalisé avant ce film plusieurs courts-métrages aussi. Elle est active dans des créations de clips musicaux. Et si je ne me trompe pas, elle a aussi travaillé dans le domaine de la production. Mais tout cela pourra être clarifié et rectifié parce que Azra Deniz Okay est ici avec nous. Azra, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici en connexion avec nous, d'accompagner Ghost, même de cette manière moins physique, mais en même temps très, très présente et soutenue. Comme je disais, c'est ton premier long métrage de fiction. Est-ce que, peut-être pour commencer cette conversation, tu peux nous raconter un peu d'où est née l'envie, l'idée de mettre en image, de raconter cette histoire de Ghosts? Ghost, j'ai voulu raconter ça, créer ce boucle d'histoire que j'appelle un peu une sorte de hand-woven carpet, de tapis turc, où quand on tire une ficelle, ça sort de l'autre côté à ma manière, de manière un peu aussi colorée, car je trouvais qu'il n'y avait pas une certaine réalité que j'étais en train de vivre en Turquie, qui n'était pas racontée. Il y a une phrase de Karim Karakaşlı, une écrivaine arménienne turque qui dit ça. Il fallait que je remplisse les trous qui n'étaient pas racontés. Et j'ai amené ces sujets-là, car un sujet n'était pas racontable sans l'autre. Je trouve qu'en ce moment, surtout, il y a un énorme puzzle qui est en train d'être fait toujours dans une sorte d'énorme chaos. On vit dans un brouillard complet. Il fallait que je le montre esthétiquement en tant qu'artiste. Un peu comme Beat Generation, il fallait que je la raconte à ma manière avec un certain rythme, en déconstruisant une réalité pour la construire à moi-même. Voilà. Et justement là, tu parles de brouillard, et du coup, je rebondis un peu sur ça parce que ton film utilise cette métaphore très puissante, mais en même temps aussi subtile, qui est en fait celle du blackout, celle de l'énergie du courant en fait qui disparaît, et du coup savoir aussi avec ce qui est visible, ce qui est non visible. Est-ce que tu peux peut-être pas expliquer, parce qu'il n'y a rien à expliquer, puis c'est le film qui nous amène dans ce voyage, mais commenter plutôt voilà, le choix d'utiliser cette figure si percutante? Oui, bien sûr. En fait, en tant qu'humain en Turquie, on est soumis à beaucoup de pression. Et en tant que femme, on subit beaucoup de choses. On n'a pas le droit d'être une femme, limite. On n'a pas le droit d'exercer notre métier. On n'a pas le droit d'aimer ce qu'on est quand on pense aux droits humains ou LGBT rights. Et du coup, en fait, cette pression, je l'ai que trouvée en la montrant esthétiquement, en la poussant complètement, en enlevant les lumières et la poussant dans la réalisation, en arriver à en faire un outil, une arme à ma manière. Je trouve que aussi c'était un moment pour casser certaines lois aussi cinématographiques. Je viens aussi de l'art vidéo et où il n'y a pas de loi pour créer. Et c'était mon seul domaine pour raconter sans loi ce que j'étais en train de vivre d'une manière très dense émotionnellement. Et
par rapport à ce que j'ai vu, la guerre civile, ou par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Il y avait une énorme trou noir. On rentrait dans un trou noir et il fallait que je pouvais pas raconter autre chose que de le démontrer comme ça. Voilà. Et on sent aussi dans ton film et dans ton regard quelque chose, en effet, qui est très contemporain, qui est très lié à aujourd'hui, qui est très lié aussi vraiment à des questions générationnelles. Je pense de maintenant, il y a aussi le sujet que tu explores, qui est celui un peu de la gentrification. Je pense un peu au lieu aussi où l'histoire se déroule, au quartier que tu as investi, à ce changement social, politique, etc., qui est en train de se passer à Istanbul, mais pas uniquement. Exactement. Premièrement, cette analyse, je l'ai depuis très jeune. Mes parents, ils sont architectes et urbanistes. Mon père, il était un des membres importants de la Turquie, des membres de l'UNESCO. Et du coup, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé en Turquie et voyant certaines villes qui étaient prises dans les lois de l'UNESCO, comme Mardin, c'est une ville kurde. Et grâce à ça, par exemple, j'ai vécu là-bas très jeune. Et c'est une ville un peu comme Sienne, en Italie, où tout est très jolie, comme si c'était une seule pierre, quelque chose d'organique, et vous voyez les vies qui sont aussi protégées grâce aux lois de l'urbanisme de l'UNESCO. Et en fait, j'ai appris que quand vous protégez un endroit, vous protégez donc l'humain, ces histoires-là et cette culture-là qui amène que vous pouvez en faire découler d'autres jolies histoires, des familles heureuses. Et en fait, ce qui se passe dans les dernières 20 ans, dont mon père aussi m'a initié, et en fait, il était un des pionniers aussi, activiste, à essayer de sauver certains quartiers à Istanbul. L'un des derniers, c'était Sulukule, dont j'ai fait un petit documentaire d'ailleurs. C'est que ce moment-là où j'avais fait ce petit documentaire et que je l'ai posté sur Internet, je me suis rendu compte que tout le monde comprenait ce qui se passait vraiment. Et en fait, dès qu'il déconstruisait un endroit d'une manière très rasée, un endroit, il faisait en sorte de mettre des nouvelles immeubles en disant c'est la nouvelle Turquie. Ils rasaient l'histoire et ils essayaient de ramener leur histoire à eux. Et je trouve ça catastrophique. C'est pas une histoire d'urbanisme ou esthétique ou artistique. Elle est d'une monstruosité énorme et d'une dictature énorme. Et il fallait que je le raconte à ma manière. Et c'était pas juste écrire une histoire, mais construire un immeuble à moi-même, montrer quand une façade allait être déconstruite et toutes les autres façades allaient être démolies d'une manière mathématiquement. Du coup, son film fallait que le cinquième caractère soit la ville, cette ville qui devient aussi une sorte de fantôme. Et par rapport à ça, comment les caractères, ils avancent par rapport à tous les malheurs qu'ils ont, ils essaient de continuer un peu les choses en passant par la fenêtre, quoi. Ouais. Oui, il est évident, et c'est une des forces aussi, je trouve, de ton film. En effet, la ville, les quartiers, ce n'est pas qu'un set, ce n'est pas qu'un lieu. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment un élément qui investit l'histoire. Et ton histoire, en fait, comme tu l'as un peu évoqué avant, c'est vraiment une forme de mosaïque, un récit un peu polyphonique, donc avec différents trajectoires qui se rencontrent à un moment donné, qui se croisent et tout ça. Comment tu as conçu à l'écriture, en fait, ce film qui est, dans le bon sens du terme, aussi complexe, aussi avec une certaine densité de niveau? Premièrement, je crois que j'ai construit cette histoire déjà en très long moment. J'ai écrite en 5-6 ans, je crois. Quand j'écrivais quelque chose, en même temps, la Turquie changeait, des choses nouveaux arrivaient. Du coup, il fallait que je continue à le décrire encore autrement, puis je rasais quelque chose d'autre et je refaisais un truc. C'était comme une sorte de construction en continu, et un jour est donné que le montage final a été bouclé. Même pendant le tournage, on a eu des moments très durs. Du coup, j'ai dû refaire, c'est pas une scène ou une seule prise. En fait, le film est très organique en elle-même aussi. Elle n'a pas été faite d'une manière classique. L'écriture a pris beaucoup de temps.
mais en même temps, il fallait méditer sur un pays qui changeait. Il fallait que j'archive comme un peu une photographe de guerre, j'appelle, car il fallait que j'ai plusieurs photos pour comprendre ce qu'on était en train de vivre. Et bah ouais, enfin même pendant le tournage, on a eu des moments assez difficiles, comme l'un des dernières séquences du film. Quand la plan séquence où la voiture avance, où il y a les deux jeunes acteurs et on brûle la place. En fait, j'ai pu le tourner qu'en une seule fois parce que la police est arrivée une demi-heure avant avec 5 tanks de policiers et 30 kalachnikovs pointant à mon équipe en disant qu'on était des terroristes et qu'on était en train de brûler la place. Pourtant, on avait pris toutes les autorisations, on les avait appelés la veille en disant on va brûler quelques poubelles. Et en fait, voilà. Et du coup, j'ai pas pu filmer comme je voulais vraiment, mais il fallait toujours être tac au tac, être très actif. Du coup, filmer, sachant que on n'aurait pas pu refilmer 5 minutes après. Un immeuble qu'on avait filmé n'était plus présent le lendemain. Et ça, vous sentez que, je crois qu'on sent dans le film cette idée de courir un peu dans tous les sens pour continuer à survivre. Un ami à moi, un monteur français qui a vu le film, il a parlé de Eric Romer, qu'il fallait filmer une ville en train d'être déconstruite. Et en fait, il avait senti ça. Et je lui avais jamais raconté ce que j'avais vraiment vécu pendant les 17 jours de tournage, qui était très dur et très punk, très fatigant. Je le referai plus. Mais c'est sûr que cette énergie, elle passe à la fin, je crois, au film. Oui. C'est pas juste une histoire d'écriture. Et je pense que c'est assez aussi innovatif pour nous en tant que réalisateur. On est là toujours. Il faut aussi avoir une certaine. En tant que réalisatrice, faut savoir filmer la vie aussi d'une manière désorganisée et avoir un peps de la vie qui arrive et c'est ça qu'il faut filmer. Il y a des choses qu'on peut pas filmer et les filmer par rapport à ça. Et ça fait l'authenticité de cette génération-là, je trouve. Cette façon de ramener l'objectif, de guider pour que les spectateurs comprennent ce qu'il faut qu'ils voient et qu'ils ramènent aussi. J'essaie de donner aussi une responsabilité aux spectateurs dans ce qu'ils voient. Oui. Pas juste les imposer, en fait. Leur imposer. Ton film, en fait, il a à la fois quelque chose de très envoûtant, de très énergisant, mais à la fois, il y a plusieurs choses un peu, des fois, je dis pas contradictoires, mais il incarne beaucoup d'énergies aussi différentes, mais en tout cas des énergies qui font que tu es pris dans l'histoire, mais aussi dans l'image, quelque chose de très très fort et très unique, je dirais. Et justement, dans ce contexte, combien ton background aussi, tu as beaucoup travaillé avec l'art vidéo, la photographie, je pense qu'elle a aussi une place importante dans ton background. Justement, est-ce que ces pratiques-là t'ont apporté quelque chose peut-être qui a créé une liberté plus grande aussi vis-à-vis du cinéma, surtout pour un premier long métrage qui peut être un peu lourd comme ça à porter comme responsabilité? C'est sûr, en fait, moi j'ai grandi en Turquie, mais je suis en fait, c'est tout ce qui vous ramène à la fin d'un film, c'est tout ce que vous avez appris un peu en avant. J'ai fait mes études à Paris 3, mais qui étaient complètement théoriques. Du coup, je séchais mes cours pour aller rejoindre l'équipe de Michel Gondry, qui avait quelque chose de rien à voir. Et à la fac, c'était les potes de Godard, et l'équipe de Gondry, c'était Michel Gondry, qui était quelque chose complètement de pop. Et en fait, j'ai vu qu'ils avaient vraiment les bons matériaux pour... en fait, voilà, j'ai vu comment ils créaient leur laboratoire à eux, sans loi, pour avoir une certaine qualité esthétique. La post-production a été primordiale. Et en fait, en théorie, c'était vraiment pour voir l'analyse humaine et comment réfléchir à l'image, comment les filmer. Pendant que j'essaie de passer les concours, par exemple de la FEMIS, où j'ai été refusée à 2 reprises en direction de la photo, où j'ai failli être chef-op. Là, j'ai appris énormément et heureusement, je suis pas mise là-bas parce que ça m'a tellement énervée d'être refusée à l'oral. On n'était plus que deux fois de suite. Je me sentais vraiment nulle. Et du coup, je me suis dit, je vais faire de l'art vidéo, du coup, en attendant. Et patati patata. Et puis, j'ai fait aussi des documentaires
de musique clip et je suis devenue aussi, je suis revenue en Turquie où je voyais les choses autrement. Après, avec tous ces outils-là, ce laboratoire que j'avais créé sans loi, au final, m'a aidé à construire ce film-là parce que j'avais pas d'autre choix. Je me réveillais les dernières 5-6 ans en suffoquant. Du coup, j'ai ramené ma technique à moi. On a fait le film à très peu de sous. Tout le monde m'a dit, mais tu peux pas faire ce film à cette somme-là. Et avec ma productrice, qui est Dilek Aydin, qui était aussi passionnée que moi par ce projet-là, on a construit en 1 an quelque chose qui est allé jusqu'au bout. Et j'y crois toujours pas qu'on a fini le film. Même la finition pendant la pandémie, c'était une sorte de film de James Bond, d'essayer de passer pendant la pandémie entre les frontières et d'essayer de le terminer. Je sais pas, il faut jamais se dire je vais jamais y arriver. J'avais l'impression que j'étais un peu comme une athlète de triathlon. Il fallait que je fasse bouger tous mes muscles, même si on me donnait pas l'outil qu'il fallait pour aller aux Olympiques. Il fallait que je fasse ma technique à moi. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avancer. Si j'avais eu une aide de mon pays, j'aurais pas pu faire ce film, je pense. Et bon, disons que le triathlon a porté un peu ses fruits puisque la première mondiale du film a eu lieu à Venise. Il a été sélectionné à la Settimana della Critica et il a été primé un nombre de prix quand même assez remarquable. Je me souviens quand je lisais un peu les communiqués de presse, il y a eu vraiment un retour par rapport à cette force, je pense, de toi, ton regard, le film, qui a dû sans doute être, comment dire, nourrir un peu toutes ces années, un peu de travail, d'efforts et de défis un peu à surmonter. C'est assez intéressant, ouais. Enfin, Venise a été très beau. Jamais j'aurais cru que j'aurais eu un prix déjà. Enfin, j'étais juste ok. Il y a une expression en turc, l'eau trouverait sa voie. Et ça a été toujours ça. Moi, je pense quand vous faites un film vraiment du fond de cœur en analysant et avec l'aide d'analyse des choses, vous devez forcément en arriver à quelque chose de bien. En fait, et c'était pas la victoire qui était le plus important pour moi, mais c'est en fait aussi les messages que j'ai reçus qui étaient incroyablement beaux, surtout de ma génération, des jeunes et des femmes, en disant merci, t'as été notre espoir. Et ça, c'était le plus beau cadeau de ma vie. C'est en tant qu'artiste et à un moment vous dépassez, vous vous en foutez des prix, mais c'est juste vous vous dites ok, je dois rester encore plus courageuse qu'avant pour aussi maintenir cet espoir-là. Voilà, c'est ça que j'ai eu aussi comme prix et responsabilité avec les prix-là. Ouais. Et pour terminer cette conversation, je voulais évoquer un chapitre qui est très important, ou en tout cas un sujet, et tu l'as évoqué aussi un peu plus tôt. En fait, c'est concernant la dimension politique du film, et surtout ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si le film a été montré en Turquie. Bien sûr, il y a la pandémie, donc peut-être c'était plus difficile, mais s'il a été montré, s'il sera peut-être montré, que ce soit dans les salles de cinéma ou autrement, et quelles sont en fait les réactions? Le film a été montré à Antalya Film Festival, qui est un des plus grands festivals de Turquie. J'avais concurré avec 12 films où j'étais la seule réalisatrice, et j'ai eu le prix du meilleur film, du grand prix en fait. J'ai pris de la réalisation, on a pris le prix du montage, et mes 2 acteurs deux principales ont eu les meilleurs acteurs. Du coup, ils m'ont détesté au festival parce que j'étais la plus jeune et j'étais la seule fille. Et en fait, voilà, ils ont dit mais pourquoi elle a fait tous ces sujets-là, mais c'est pas possible. Et en fait, parce que moi, j'en avais un peu marre de ce cinéma. J'étais complètement à l'opposition des autres films, un peu en répétition, un peu à la Nuri Bilge Ceylan, où les hommes regardent par terre et ils parlent un peu, et puis il y a une femme qui passe derrière. Et moi, mes caractères, ils se parlent, ils rentrent de l'un dans l'autre, et je montre une cœur de LGBT qui sont mes amis tous. Du coup, ça a fait une sorte de gifle. Mais c'est ça ce qui est bien. Je crois que je suis là pour un peu perturber les choses. Et s'ils sont pas d'accord, il faut qu'ils réfléchissent à quoi, pourquoi. J'ai dû apprendre à faire face
je sais pas si j'ai vraiment appris encore, mais je me suis rendu compte qu'il y a un énorme manque au niveau de la discussion des sujets qu'on doit vivre et qu'on doit faire avancer. Et il y a eu des côtés très conservateurs, des intellectuels qui m'ont pris pour faisant un clin d'œil à l'Europe et faisant comme un film de Mustang. Et en fait, c'était assez décevant parce que moi, je suis vraiment une fille turque et en fait, voilà, ils veulent pas vous reconnaître, mais c'est sûr qu'il y a une reconnaissance aux côtés des spectateurs et les choses changent. Le monde du cinéma, le monde a besoin des nouvelles visages. Ils ont besoin des nouvelles mélodies, des nouvelles femmes. On est là pour raconter d'autres choses. Même au niveau de la politique internationale, les femmes leaders arrivent. On est là, on part pas, quoi. Et je suis très fière d'avoir fait faire ce tremblement de terre. Et puis, il faut qu'ils comprennent que les choses changent, quoi. Ouais. Et il faut que tu continues, du coup. Ouais. Azra, il faut que tu continues. Bien sûr, c'est sans doute un peu plus difficile ces temps-ci, mais je pense que des voix, des regards comme les tiens sont vraiment nécessaires, sont très attendus, je pense, par différentes générations, par différentes personnes, spectateurs, en Turquie, ici, ailleurs, partout. Donc, vraiment, moi, je voudrais presque te donner rendez-vous déjà pour le prochain film. Mais entre-temps, merci beaucoup pour cette conversation, vraiment. Merci beaucoup aussi pour partager le film sur grand écran et peut-être les spectateurs auront aussi l'occasion dans le futur de le voir. C'est magnifique, mais sur petit écran, il se tient aussi très très bien. Et puis au plaisir de t'accueillir un jour à Genève, ici au FIFDH. Merci, avec plaisir. Merci c'est un grand beaucoup. plaisir de partager mon film avec vous, d'être comprise un peu. C'est le plus grand bonheur. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup à vous, spectateurs. Je vous laisse encore plonger dans les rues, les quartiers d'Istanbul avec Ghosts. Et bien sûr, je vous encourage à découvrir d'autres films de fiction, documentaires, mais aussi de débats que le FIFDH 2021 vous propose. Merci beaucoup.